de vous retrouver, Madame, Monsieur, pour invité du jour un autre numéro de la semaine. Alors, invité du jour aujourd'hui reçoit Monsieur Ernest Mbilika. Avec nous allons traiter autour du thème des massacres de l'Est de la RDC, un appel à la conscience. Il est avec moi sur ce plateau, Monsieur Ernest Mbilika. Bienvenue dans l'invité du jour. Merci Madame Déborah. Nous sommes très heureuses de vous retrouver donc aujourd'hui. Alors avec vous, nous allons parler, comme je le disais tout à l'heure, du thème des massacres de l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Ernest, vous êtes non seulement témoin oculaire, vous êtes également victime des massacres qui se vivent bien sûr à l'Est de la RDC depuis 1998. Est-ce que pourriez-vous nous dire un peu qu'est-ce que ça fait d'avoir été victime de ces atrocités? Eh bien, je crois que c'est une peine. C'est de la peine, je dirais, faire partie de quelqu'un qui vit là-bas et surtout au village. C'est une peine. Puisqu'on en a souffert depuis 98. C'est le massacre de 98 qui m'a concerné moi directement. Ok. Parce que je suis de Luindi, dans le territoire de Mwenga. Je suis né à Kalama. À Kalama, ça veut dire dans le territoire de Mwenga, mais la chefferie de Luindi. Okay. Alors il y a des villages qui occupent depuis des décennies, depuis le début, les Banyindu. Et c'est là que je suis né. Et en 98, en 98, vous aviez quel âge déjà? J'avais 4 ans, j'étais encore petit. Quelques jours avant les massacres, mon père avait décidé d'aller à Lugushwa avec nous. À Lugushwa, c'était notre village où il y avait de l'or, on creusait de l'or. Il a préféré aller là-bas pour aller se débrouiller. Et c'est juste après notre départ que nous avons entendu ce qui s'est passé chez nous. D'abord à Kilongutwe, à Kalama et à Kasika, où les milliers de personnes sont parties, notamment la plus grande partie de la famille. Et donc, je dirais, pour répondre à la question, vivre là-bas, vivre ces massacres directement, en être témoin, en être victime surtout, c'est une peine. C'est une peine. Alors, puisque vous avez dit que vous êtes victime, directement, dans votre famille restreinte, vous avez perdu quelques proches? Plusieurs. Puisqu'aujourd'hui, si vous creusez dans les familles des Banyindu, vous trouverez sûrement... Il y en a même ceux qui ont osé dire que nous sommes un peuple minoritaire. Puisqu'en 98, quand on a tué 1000 personnes, nous n'étions qu'au nombre de 19 000 personnes. Et si dans un village, dans 2 villages ou 3 seulement, on tue 1000 personnes, ça veut dire tous les villages qui sont partis. Qui disparaissent, oui. Voilà. Et donc, nous avons perdu plusieurs personnes. Parmi nous, il y a même ceux qui n'ont pas les grands-parents, qui n'ont pas des oncles, qui n'ont pas des tantes. Et moi, je me souviens, il y avait des gens avec qui j'ai joué à l'époque, ils étaient enfants, qui sont partis. Alors, est-ce que, je sais que ça ne va pas, ces souvenirs, ce ne sont pas des très bons souvenirs, ni des bons souvenirs du tout, mais y a-t-il moyen d'essayer de nous relater un peu ce qui se passe? Parce que nous, ici, au Lualaba, on parle souvent dans les médias, on en parle, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe. Nous pensons qu'une victime ou un témoin oculaire est à même de nous dire ce qui se passe exactement, c'est quel genre d'atrocité, comment ça se passe. C'est vrai que moi, je ne voudrais pas du tout être à votre place pour vous plonger dans ces souvenirs, mais il faudrait ressortir cela pour que ceux-là qui nous suivent, nos compatriotes qui nous suivent, les Congolais qui nous suivent, puissent au moins vivre, essayer de vivre ce que vous avez vécu à travers, bien sûr, la télé. Eh bien, en 98, Bukavu tombe par les rassemblements congolais pour la démocratie RCD, dirigé par le professeur à l'époque, je ne sais pas s'il repose en paix, Arsène Wamba Diawamba. C'était début août. Alors, puisque Bukavu est tombé, ça ne suffit pas parce que Bukavu est alimenté par des villages, par des territoires, notamment le territoire de Fizi, où il y a Mississi et autres, et le territoire de Mwenga, c'est là où il y a beaucoup de ressources naturelles. Alors, quitter maintenant Bukavu pour aller conquérir les autres territoires. C'est là que l'armée patriotique rwandaise a entendu. Ils sont d'abord partis, ils quittent Bukavu, ils viennent. Ils passent par Kilongutwe, ils passent par Kalama, Kasika, pour se diriger vers Shabunda. Et là, ils ont entendu que les Maïmaï, qu'on appelle aujourd'hui les Ozalendo, ont tué 20 de commandos rwandais.
C'est là qu'ils y revenaient. Ils sont revenus pour aller se ravitailler en armes et en hommes. Ils s'arrêtent au village, dans les quartiers qu'on appelle quartier Fizi. Et là, l'armée rwandaise ravitaille ce groupe-là. C'était quelque chose de cinquantaine de personnes, selon les témoins qui étaient au village ce jour-là. Arrivés là-bas, parce qu'ils avaient déjà traversé, pour rentrer à Bukavu, ils sont passés encore chez nous, récit par les Mwami François Moubeza, de mémoire, qui eux-mêmes avaient tué. Les Mwami avaient demandé à sa femme de préparer la nourriture pour ces soldats-là. On a tué des chèvres, on leur avait servi, c'était un certain samedi. Le même samedi, ils ont juste fait quelques heures là-bas, après ils sont partis. Arrivés à Kilungu, ils ont commencé. À Kilungu, ils ont tué quelque chose de 20 quelques personnes. Nous avons entendu la nuit de ce jour-là, ce qui est au village, j'avais entendu les coups de feu. Donc ils arrivent, ils trouvent une population civile comme ça et puis ils commencent à tirer. Pour se venger, pour dire pourquoi. Parce que selon eux, ceux qui résistent, ce sont les Banyindu. Ceux qui résistent. Parce que même aujourd'hui, quand vous allez... On ne doit pas résister. On ne doit pas résister, vous devez obtempérer. Parce que même aujourd'hui, quand vous allez au Kivu, c'est une zone occupée, n'est-ce pas? On vous dit Bukavu est occupé, Goma est occupé. Mais le territoire de Mwenga n'est pas encore tombé. Puisqu'il y a les Wazalendo qui sont là. Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas. Il y a le territoire de Mwenga, il y a également le territoire de Fizi, où il y a les Babembe et les Balega. Et nous résistons jusqu'à aujourd'hui même. Quand vous dites vous, il s'agit de quel... Banyindu, ok. Oui. Alors, quand ils ont entendu que celui qui était à la tête des opérations pour tuer les militaires rwandais, c'était un Munyindu, ils sont revenus pour se venger. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à tuer. Ils tuent à Kilungutwe, ils remontent à Kalama où je suis né, ils ont tué à peu près 100 et quelques de personnes, et ils sont maintenant lundi. Donc ils commencent le carnage le dimanche, lundi, ils tuent dans les deux villages. Femmes et enfants. Femmes et enfants dans les deux villages. Ils arrivent maintenant à Kassika, où ils avaient apparemment la mission d'exterminer tout le monde. Et là, ils ont commencé à l'église catholique. Il y avait 116 personnes à la paroisse ce jour-là, puisque c'était les jours où on commémorait la fête de Saint-Barthélemy. Ils commencent par tuer les prêtres devant tout le monde. Ils ont récupéré les sœurs religieuses, 4 sœurs religieuses, devant tout le monde. Ils ont violé les sœurs religieuses. Après, ils avaient tué ces religieuses-là. Après les avoir violées. Violées et inventrées. Ça veut dire on te viole, on te tue et on invente devant les fidèles. Et après, les autres fidèles, maintenant, on a tué à travers les fils. Ils arrivent dans la cour royale où ils mangeaient avant de partir. Ils arrivent là-bas, ils trouvent à peu près 20 quelques personnes dans la cour, parce que dans la cour royale, il y a toujours les gens, s'il y a des tentes ou les gens. Ils ont tué tout le monde. Yvette Nyangi, Mwami Kazi, la femme de Mwami qui était dans la maison avec son mari, elle était enceinte. Elle quitte la maison, elle vient pour essayer de calmer. Une femme, la femme a quand même... Il dit, mais on vous a reçu ici, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous nous expliquez? On a récupéré la dame, on l'a violée, enceinte de jumeaux. On l'a inventée par les couteaux pour enlever les fétiches des jumeaux. Quand le Mwami, caché dans la maison, a vu ça, il est sorti. Quand il a vu sa femme tomber, inventée, on a sorti des fétiches comme ça. En sortant, un soldat l'a vu et il s'est mis à courir derrière lui. Il a fusillé le Mwami est mort. C'est ainsi qu'il s'était maintenant répandu dans les villages pour commencer à tuer. Comment ils ont tué alors? C'est ce qui est triste. Les enfants ont été pilés dans les mortiers, devant leur maman. Ça veut dire on prend les papas, on les met là-bas, on coupe la tête et sa famille est là. Après on prend l'enfant, on pile et sa maman est là. Et pour finir,
Dire que depuis le temps, ces atrocités continuent de persister. Il y a toujours des gens qui meurent. C'est à peu près 30 millions de personnes à l'est de la RDC depuis 1998. Est-ce que, c'est vrai que vous avez déjà quitté le lieu, vous n'êtes plus là-bas. Oui. Est-ce que la population de l'est de la RDC se sent soutenue par le gouvernement? Est-ce qu'elles se sont impliquées? C'est vrai qu'il y a la guerre, oui. C'est vrai, mais est-ce que le gouvernement congolais est-il impliqué vraiment, vous qui avez vécu cela? Depuis 1994, les Banyindu ne sont pas seulement victimes, ou alors je parlerai ici de toute la population de Exactement, oui, c'est mieux. Alors les Grands Kivu, alors. Oui, c'est peut-être, il y a des lobbying à gauche et à droite, vous entendez, vous êtes journaliste, informé plus que moi. Il y a des lobbying à gauche et à droite, les gens en parlent. Et à Kishiché, récemment en 2022, il y a eu un massacre, 130 personnes. À Butembo, il y a un massacre, 100 personnes. Ça veut dire, quand on comptabilise, on trouve 300 personnes mortes qui ont perdu la vie à Kishiché et à Butembo en 2022. Qu'on va enterrer dans des fosses communes. Dans les fosses communes. À Makobola, il y a eu un massacre, toujours le 1er janvier, je crois, 1998, là. C'est 700 personnes. Et les gens en parlent. Le gouverneur a été même à Makobola pour commémorer avec... À Kishiché également, le président de la République en parle, et les autres. Et alors à Kalama, à Kassika, personne n'en parle. Personne n'en parle. Pour preuve, vous n'avez jamais entendu parler, n'est-ce pas? C'est peut-être la première fois. Oui. Ou si vous avez déjà entendu parler, c'est peut-être de manière un peu... survoler un peu, oui, voilà. Nous ne sommes pas soutenus. Il y a quand même quelques personnes, notamment que je rends hommage ici au docteur Mukwege, qui, chaque fois qu'il prend la parole, il essaie de rappeler, d'examiner les rapports mapping, parce que les chiffres ne sont pas fabriqués par nous. Les chiffres se trouvent dans les rapports mapping qui est là. Et les gens qui ont tué, ils sont là. Dernièrement, il y avait même un ministre qui était vice-président de vous qui avez vécu là et vous êtes parmi nous aujourd'hui, vous êtes dans le là-bas, je me suis toujours posé la question de savoir, c'est vrai que c'est dur, mais pourquoi les gens ne se déplacent pas, ne partent pas, ils ne quittent pas les lieux tout simplement pour essayer au moins de sauver leur vie? Parce que vous tuez un père, il a une responsabilité, il a des enfants qui devraient nourrir et tout, mais il meurt comme ça et les enfants restent comme ça. Pourquoi les gens ne se déplacent pas vers d'autres provinces? Je crois que pour les autres, c'est parce que les ancêtres ont été enterrés là-bas. Pour les Banyindu, nous sommes un peuple autochtone. Nous sommes ici des toits. Notre ancêtre à nous, c'est un toit. Ça veut dire les premiers occupants du Congo. Alors, nous nous posons la question, nous allons quitter chez nous pour aller où? À qui? Nous essayons de résister. C'est pour ça que si on va... Au péril de vos vies, lorsque vous essayez de résister comme... Absolument, on va perdre la vie. Parce que si on laisse, nous serons lâches. Et si on commence, ils commencent par les Sud Kivu par exemple, ils viennent et ils agressent, on quitte les Sud Kivu, on laisse au Rwanda. Ils viennent au Nord Kivu, ils menacent, on quitte le Nord Kivu, on laisse au Rwanda. Ils vont prendre tout le Congo. Tout le Congo. Alors il faut commencer par là, par la résistance. Et c'est ce que nous essayons de faire à notre niveau ici. Heureusement que votre média se bat aux côtés des faibles. Nous sommes ici aujourd'hui, nous en parlons. Oui. C'est un combat que nous menons. Chez nous là-bas, il y a plusieurs Banyindu qui sont dans les Wazalendo qui essaient de résister pour que les M23 ne puissent pas entrer dans le territoire de Mwenga pour attaquer ce territoire-là. Donc nous essayons de faire de notre mieux puisque c'est chez nous et nous devons en être fiers. Nous avons également le devoir de protéger. Alors puisque vous êtes là, vous êtes dans notre média, y a-t-il un appel à lancer quand même? Vous n'êtes plus là-bas, mais il y a quand même des frères qui sont restés. Y a-t-il un appel à lancer aux autorités? L'appel que je voudrais lancer à tous mes frères qui sont là encore, et vous qui résistez, d'abord nous sommes fiers de vous et nous voudrions vous dire que nous sommes ensemble. Le combat est encore énorme, je ne pense pas si nous sommes à la fin, mais je suis convaincu que nous allons gagner cette guerre. Et si nous ne gagnons pas cette guerre, nos enfants également vont continuer à se battre aux côtés des autres pour que nous puissions emporter cette guerre ici. Et donc, restez constant, restez fort et défendons notre territoire. Donc, comme vous avez cette conviction, selon vous, vous pensez qu'un jour, l'Est de la RDC pourrait redevenir ce havre de paix qu'il était avant? Absolument. Vous êtes sûr? Absolument. Si vous allez au Kivu, madame,
vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas un lieu au Congo où il fait beau de vivre là-bas. Il y a les lacs. Est-ce que vous connaissez qu'il y a les lacs les plus beaux au monde? C'est le lac Kivu. Quand vous voyez un lac, c'est comme vous étiez aux piscines, un peu comme ça. Ça fait beau de vivre. Il y a des poissons, il y a de la nourriture toute naturelle que vous mangez. Ça va revenir, cela. Ça va prendre peut-être un moment. Oui, ça fait 30 ans déjà. Mais nous restons convaincus que ça va aller. Alors parlons un peu des déplacés. On voit plusieurs personnes se déplacer parce que les territoires qu'ils occupaient sont attaqués. Il y a plusieurs tueries, plusieurs personnes décédées. Alors, ces personnes qui se déplacent d'un village vers un autre, vous pensez qu'elles sont bien accueillies dans les autres villages? Parce que déjà, nous, Congolais aussi, entre nous, on sait qu'on a toujours eu ces problèmes de tribus, problèmes de... Voilà, alors, vous pensez qu'elles sont bien accueillies lorsqu'elles se déplacent vers un autre village? Ces problèmes de tribu ou de tribalisme, c'est surtout dans des grandes villes. Au village, il n'y a pas ça. Ok. Si vous vous déplacez de ce côté-là, je ne connais pas dans d'autres villages, mais si vous arrivez là-bas, vous trouverez qu'on va plus on respecte plus les visiteurs que les gens avec qui nous vivons. Si vous arrivez chez moi, par exemple, et que j'ai des chambres, et que mes enfants passent nuit dans une chambre, je dois les déplacer pour que je vous laisse vous la chambre. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Il y a cette harmonie, il y a cette unité. Ce sont les politiciens qui prennent les choses pour essayer un peu de bafouer les choses. Parce que dernièrement, j'ai été sidéré par un politicien de là qui a dit, devant les médias, je ne sais pas pour quelle raison, apparemment il est de l'opposition, oui, il essaie de faire ce qu'il peut pour arriver au pouvoir. Il dit, à Kasika, on dramatise. Si vous arrivez à Kasika, vous ne trouverez pas 1000 tombes. Ignorant qu'il est, il ne savait pas qu'on a jeté les enfants dans les fosses, dans les toilettes. On a enterré les enfants dans les toilettes. Les enfants pilés, on les prenait pour les jeter dans les toilettes. Et les toilettes existent jusqu'à aujourd'hui. Et donc si vous arrivez à Kasika, il y a les gens là-bas qui vont vous prendre par la main et vous montrer ici, on a jeté des gens, là-bas il y a des gens, et là-bas il y a des gens. On est en train d'arriver au bout de notre timing. Est-ce que rapidement, vous pourriez vous rappeler quelle était la raison ou comment êtes-vous arrivé à vous déplacer de votre village jusqu'ici? D'abord parce que mon père m'a donné une responsabilité et il m'a dit que ça fait des années que... Parce que moi j'ai vécu les deuils chez nous. Pendant que nous étions à Lubushoa, il a perdu beaucoup de gens avec qui il a grandi, ses amis, ses petits frères, grands frères, les grandes sœurs. Dans les massacres. Il a passé toute sa vie dans les deuils. Toute sa vie. Et selon lui, il pense que nous devons prendre les taureaux par les cornes, nous qui sommes la nouvelle génération, pour essayer de nous battre. C'est ainsi qu'il m'a donné un jour l'argent. Il avait une petite maison à Bukavu, il avait vendu cette maison-là. Et il m'a donné l'argent pour venir étudier à l'INELU. C'est pour ça que je suis même là. Je suis là depuis 2016. J'ai fait mes études à l'INELU, j'ai terminé et maintenant je suis là-bas pour essayer de vivre. Donc ça n'a pas du tout été facile. Ça n'a pas du tout été facile parce que c'était toujours dans le contexte de la guerre. On dirait il y a beaucoup de gens qui commencent à venir ici. Pourriez-vous un jour amener vos enfants là-bas, visiter les lieux en cas de fin de guerre? Oui, après cette guerre. Nous avons le devoir de vulgariser la culture. Moi, c'était en 2004 que je suis parti pour l'initiation de la culture, pour qu'on vienne ici de la culture. Et donc mes enfants doivent faire la même chose. Parce que voilà, c'est la culture, nous sommes des Africains, on ne peut pas rejeter notre culture parce qu'il fait mal. En tout cas, merci beaucoup. Très triste histoire, Monsieur Ernest Mbilika. Et c'est par ici que nous allons mettre un point à ce numéro de invité du jour. Merci à vous, bien sûr, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à nous tous de nous avoir regardés. Très bonne suite de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.